Et c'est parti. Bonjour, contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que beaucoup d'entre vous profitent déjà des longues et belles journées ensoleillées de cet été, même s'ils ne sont pas encore en vacances. Alors aujourd'hui, à travers la question que Jacques m'a adressée, je vais vous parler du jeu, J-E-U, qui se joue dans certaines de nos relations et qu'une part de notre jeu, J-E, entretient pour des raisons parfois ignorées de notre conscience. Dans votre message, Jacques, vous me dites que vous êtes divorcé depuis presque 20 ans, vous vivez seul et que vous vous sentez depuis quelque temps manipulé par une personne que vous avez aidée et que vous-même à votre tour êtes en train d'aider en ce moment. Mais que cette personne, je pense qu'il s'agit d'une femme, même si vous ne le précisez pas dans votre courrier, vous dites qu'elle vous bloque et empêche qu'une autre femme entre dans votre vie. Vous ajoutez que vous souffrez d'une grande solitude, que vous voudriez rompre par une nouvelle rencontre notamment. Alors en lisant votre message, je me suis arrêtée sur les mots manipuler, bloquer, empêcher, solitude. Et tout de suite, j'ai pensé à un jeu auquel je crois nous avons tous un jour ou l'autre joué et qui s'appelle le jeu de la victime, du sauveur et du bourreau. Lorsqu'on regarde comment fonctionne ce jeu, on voit qu'il peut mettre en scène 2 ou 3 personnes qui tour à tour vont incarner chacun des rôles différents. La particularité de ce jeu, c'est que quel que soit le rôle que la personne joue, et tout ceci entre guillemets bien sûr, c'est toujours la même part de la personne blessée qui s'exprime à travers des postures différentes. Dans ma proposition de réponse à votre courrier, Jacques, je vais donc tenter d'éclairer cette part blessée de vous-même qui vous fait souffrir et qui vous empêche d'entretenir avec cette personne une relation apaisée. Et bien sûr, au-delà de cette relation, eh bien, de pouvoir accueillir dans votre vie d'autres rencontres, puisque c'est ce que vous semblez fortement désirer. Dans ce que vous m'écrivez, dès les premiers mots, vous vous inscrivez dans le rôle de victime. Et vous expliquez également que vous êtes devenu le sauveur de cette personne qui a été pendant un temps votre propre sauveur, mais qui depuis est devenu votre bourreau. En tout cas, c'est ainsi que vous l'exprimez. Vous pensez donc être aujourd'hui la victime de votre sauveur. Et j'ajouterai que d'une façon non consciente sans doute, êtes-vous déjà ou sur le point de devenir le bourreau de votre sauveur qui est ou deviendra donc à son tour votre victime. Bon, j'espère que vous me suivez car il est important pour la suite de comprendre les rôles ou les places que successivement vous et cette personne occupez dans votre histoire. Ce jeu de rôle est très fréquent et il peut s'installer de façon insidieuse dans une relation si soi-même on n'a pas conscience que l'on crée les circonstances favorables à sa mise en place. Donc, comme pour toute situation inconfortable, eh bien, la première étape est d'en prendre conscience et la seconde est de s'assurer que l'on a bien envie de sortir de cette situation et que l'on est prêt à tout ce qu'il faut pour. Je pense que l'étape de la prise de conscience, vous y êtes, sinon vous ne m'auriez pas adressé votre courrier. Donc dans ce que j'ai pu observer, quand la situation devient trop inconfortable, le moment pour agir n'est généralement pas loin. Et je pense bien que c'est ce qui se passe pour vous, Jacques. Alors, merci pour cette question qui me permet d'aborder, et je dis bien d'aborder seulement, le sujet de la construction de notre personnalité.
Mais avant de rentrer directement dans le sujet, je tiens à préciser, à écarter tout de suite tout jugement d'appréciation qui tendrait à considérer la personne manipulée ou victime comme une personne faible qui manque de personnalité, hein, et de voir dans le rôle du bourreau, ou derrière en tout cas ce rôle de bourreau, une personne porteuse de mauvaises intentions. Hein. Tout ceci, on l'écarte. On l'écarte tout de suite parce qu'il n'y a pas de jugement dans ce qui va suivre. Nous sommes tous de toute façon à des niveaux différents et selon les périodes de notre vie, vulnérables et manipulables. Et donc potentiellement, nous sommes tous victimes, sauveurs et bourreaux. Et le plus important, me semble-t-il aujourd'hui pour vous, en tout cas, ce n'est pas de savoir si vous êtes bel et bien victime d'une manipulation, d'autant que je ne dispose pas d'assez d'informations pour le dire, mais bien plus de vous proposer quelques éléments de lecture de la situation que vous vivez. Le but étant toujours de comprendre le pourquoi afin de sortir de la situation et bien évidemment d'éviter de reproduire le même schéma. Imaginez que vous souhaitiez démonter une armoire pour l'installer dans une autre pièce. Vous allez commencer par observer comment le meuble a été monté pour le démonter proprement et afin d'y faire le moins de casse possible. D'accord? Eh bien, c'est un petit peu ce schéma que je vous, ce schéma que je vous propose de suivre aujourd'hui, en vous décrivant le profil d'une personnalité encline à développer une posture de victime. Alors, comme je dis toujours, à chacun de voir et de prendre pour soi ce qui lui parle, ce qui fait écho en lui, et de laisser le reste de côté. Hein. En fonction des événements marquants qui ont accompagné notre naissance et de la relation que nous avons dans les premières années de notre vie développée avec nos parents, avec le parent du même sexe d'une part et avec le parent de sexe opposé d'autre part, nous avons développé un voire deux caractères dominants qui vont imprimer notre personnalité. Ces aspects impacteront notre relation à nous-mêmes et aux autres. Elles impacteront également notre capacité à nous affirmer, à nous exprimer, à décider, à créer, à agir. Et ces caractères auront également une influence sur notre propension à être autonome dans la façon de gérer notre vie ou au contraire de dépendre des autres pour les moindres choses qui nous concernent. La personne dépendante se caractérise par un besoin absolu d'attirer à elle l'attention des autres et d'être le centre d'intérêt d'une personne en particulier, quelle que soit d'ailleurs la relation que l'on a avec cette personne, professionnelle, familiale ou amicale. Alors il y parviendra coûte que coûte, même si cela doit lui attirer un tas de problèmes, y compris au niveau de l'équilibre de sa santé physique ou psychique. Cette attitude est dictée par le besoin de se sentir absolument soutenue dans tout ce qu'elle fait. On peut d'ailleurs détecter cette attitude chez le jeune enfant, par exemple, lorsqu'avant de faire quelque chose, il prend toutes les précautions pour qu'un adulte, de préférence l'un de ses parents, le regarde, l'encourage, le félicite, valide sa prise de risque et surtout soit présent pour le soutenir. En s'attirant tout un tas de problèmes, la personne dépendante retient l'attention de l'autre dont elle attend le soutien. Sans en avoir conscience, elle va donc instaurer et entretenir elle-même les conditions qui vont faire que tôt ou tard, elle va basculer dans la position de victime. C'est inévitable. On peut se demander alors d'où vient ce besoin très fort pour la personne dépendante de recevoir le soutien, l'approbation,
la validation de l'autre pour les décisions qui la concernent, de rechercher systématiquement un encouragement, un compliment pour tout ce qu'elle fait. Derrière ce besoin de se sentir soutenue, on trouve toujours chez la personne dépendante un fort besoin d'affection et d'amour. Elle réclame l'attention et le soutien de l'autre, même si ensuite elle décide de suivre ou pas la vie, le conseil ou l'orientation que l'autre va lui donner. Son besoin d'attention et de soutien et d'affection sont comblés. Alors elle peut décider elle-même de ce qu'elle va faire ensuite, car sa difficulté ne réside pas dans son incapacité à décider, mais bien dans un besoin excessif d'attention. Toute forme de dépendance, celle-ci ou une autre, expose celui qui la vit à être rattrapé à un moment ou à un autre de sa vie par le sentiment qu'il tente de masquer ou d'ignorer. Pour la personne dépendante, il s'agit de la peur de se sentir abandonnée par l'autre. Le jour où la personne qui est dans le rôle du sauveur décide d'en sortir, alors elle sera immédiatement perçue comme un bourreau par la personne qu'elle a tenté d'aider pendant des années parfois. La personne dépendante va vivre l'éloignement de l'autre comme un abandon. Elle va se sentir en fait lâchée par la personne qui incarnait son sauveur et qui du coup devient son bourreau, son ennemi, comme si c'était une personne qui lui voulait du mal d'un seul coup. Alors deux attitudes se présentent pour la personne dépendante. Soit elle s'enferme dans la posture de victime, et elle, se sentant de plus en plus abandonnée, délaissée, elle va rentrer dans une phase de déprime qui peut la mener jusqu'à perdre l'envie de vivre même parfois. Soit elle parvient à trouver une parade à cette situation et s'arrange alors de quelque manière que ce soit pour endosser, rentrer elle-même dans le rôle de sauveur. Ainsi, elle va maintenir l'attention de l'autre, qui, ne l'oublions pas, va lui fournir l'énergie qui alimente son propre moteur. Lorsqu'elle passe de la posture de victime à celle de bourreau, la personne dépendante ne le fait pas tant pour venir en aide à l'autre, mais bien plus, vous l'aurez compris, pour la ramener à elle son attention et faire en sorte qu'elle ne s'éloigne pas trop. Cela peut la mener à vivre des émotions et à endosser parfois des responsabilités qui ne sont pas les siennes et finissent à terme par peser lourd pour elle. Mais c'est le prix qu'elle décide de payer, inconsciemment en tout cas, pour que l'autre lui témoigne de l'attention. On comprend mieux alors comment et pourquoi, au bout d'un certain temps, la victime devient à son tour le sauveur de son bourreau, juste pour ne pas le perdre. Et c'est à ce stade que l'on peut parler d'une forme de manipulation, même si encore une fois la personne n'a pas conscience d'agir de la sorte. L'attitude de la personne dépendante, que la personne dépendante adopte, est une façon en fait de se protéger contre ce qui est la cause de sa plus grande souffrance, de sa plus grande douleur, c'est-à-dire la solitude née du sentiment d'abandon. La solitude est vraiment ce que craint profondément la personne dépendante. Et ce n'est que pour attirer cette souffrance qu'elle crée un lien très fort de dépendance et d'attachement à l'autre. C'est ce qui peut en partie expliquer aussi que beaucoup de personnes dépendantes rencontrent des difficultés dans leur vie de couple, car le lien de dépendance qu'elles vont créer avec leur partenaire, à travers ce lien en tout cas, elles pensent contrôler leur peur d'être seules. En fait, il n'en est rien. L'illusion est grande et la déception peut l'être davantage encore, car l'autre n'entre jamais dans notre vie pour combler nos angoisses
ou calmer nos angoisses du moins et combler nos manques. La personne dépendante vit souvent la relation de couple d'ailleurs dans l'inconfort, la crispation, l'angoisse, le conflit intérieur, car si d'une part la présence de l'autre comble en partie sa solitude, elle constitue pour elle une menace permanente qui est celle d'être quittée. Dans bien des cas, d'ailleurs, la personne dépendante préférera rester dans l'inconfort de la relation plutôt que de vivre la douleur de l'abandon et de la solitude. Et on remarque que la personne dépendante est plus souvent quittée qu'elle ne quitte. La séparation lui fait toujours revivre la blessure d'abandon que très jeune, elle a contacté, elle a ressenti dans l'enfance et qu'elle tente à toute fin de ne pas revivre. Mais on sait bien que plus on déploie de l'énergie à fuir, à éviter quelque chose, et plus on l'attire à soi. Hein? Plus on attire à soi cette chose. Elle va donc ainsi répéter le même schéma à travers d'autres rencontres jusqu'à ce qu'elle prenne conscience de ce qui se joue dans sa relation à l'autre et la fait émotionnellement terriblement souffrir. Tant que ce travail qui consiste à regarder en soi ce qui est à l'origine de sa souffrance n'est pas fait, la personne continuera d'attirer à elle ces personnes qui, tour à tour, vont donc incarner le rôle de sauveur, puis celui de bourreau. Cette décision de rompre avec ce schéma, seule la personne elle-même peut décider de la prendre. Soit elle décide de rester dans sa posture de victime, soit elle décide de tout mettre en œuvre pour en sortir. Alors ce qui vaut pour la personne dépendante vaut également pour tout autre profil de personnalité et toute autre blessure, ai-je envie de dire. Nous attirons tous dans notre vie des personnes, des situations, des événements qui nous amènent à contacter nos plus grandes sources de souffrance et nos plus grandes blessures. Si nous apprenons à les accueillir comme des cadeaux de la vie, alors nous pouvons entrevoir que nous sommes sur la voie de la guérison, celle qui permet en fait de nous libérer de nous libérer de cette souffrance, de cette émotion, et puis de sortir de nos conflits intérieurs. Dans le cas de la personne dépendante, la voie de la guérison suppose qu'elle exhorte toutes ces émotions souffrantes de l'abandon liées à sa blessure d'abandon pour s'en libérer. Et à partir de là, alors elle pourra faire l'apprentissage de l'autonomie affective et nourrir une autre forme de relation aux autres. Je ne saurais donc que trop vous inviter, Jacques, à recentrer votre attention sur vous et non sur l'autre personne, car en attirant l'attention de l'extérieur, c'est un peu comme si vous vous abandonniez vous-même. Or, la seule personne qui puisse vous apporter tout le soutien dont vous avez besoin, eh bien, c'est vous-même. Voilà. Peut-être est-ce le moment que quelqu'un vous accompagne d'ailleurs dans ce travail, dans un travail qui pourrait vous amener à revisiter la relation qu'enfant vous avez développée avec vos parents et peut-être avec votre mère en particulier. En tout cas, accordez-vous ce temps d'aller au fond de cette compréhension et vous verrez que les rencontres que vous ferez alors, et je dis bien alors seulement, n'en seront que plus belles, plus vibrantes et plus libératrices. Avant de conclure, Jacques, je vous inviterai aussi à remercier la personne dont vous me parlez dans votre mail, car l'autre vient toujours me révéler une part que moi seule, une part de moi que seule je ne peux voir. Alors voilà, merci Jacques pour ce partage, merci pour votre confiance, c'est un bel exercice que vous avez fait et sachez que je reste disponible pour poursuivre cet échange et vous accompagner si vous le désirez.
Je vais laisser le mot de la fin à Christian Bobin, qui nous dit, une citation donc, « Aimer, c'est prendre soin de la solitude de l'autre sans jamais prétendre la combler. » Voilà, si vous aimez nos rendez-vous mensuels, écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez informé des vidéos que je poste. Je vous accueille bien sûr toujours les bras ouverts sur mon blog Enrichissez votre vie. Inscrivez-vous, partagez si vous aimez, faites connaître, voilà, c'est une communauté et j'aime toujours dire que dans une communauté, on se serre les coudes, on se dit les choses qui quelquefois dérangent, mais qui font toujours avancer. Je vous embrasse, je vous souhaite de profiter un max de tous les plaisirs de l'été. Je vous dis à très bientôt, à très vite et au mois prochain. Ciao!